Je pensais qu'elle devait être, comme moi, un peu perdue dans Paris, sans attache familiale, essayant de trouver un axe qui orienterait sa vie, et croisant parfois des docteurs Bouvières. À l'une des réunions de la semaine précédente, son visage était tuméfié, comme si on lui avait cassé la figure. Un œil au beurre noir et des ecchymoses sur le nez et autour du cou. Il n'avait fait aucune allusion à ce qui lui était arrivé, et, pour donner le change, il avait été encore plus brillant que d'habitude. Il dialoguait avec son auditoire et nous demandait souvent si tout ce qu'il disait était bien clair pour nous. Seul le secrétaire au visage d'épervier et la blonde à la peau transparente le fixaient d'un regard inquiet pendant toute sa conférence. À la fin de celle-ci, la blonde lui avait appliqué une compresse sur le visage et il s'était laissé soigner avec le sourire. Personne n'avait osé lui poser la moindre question. « Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre ?» m'a demandé Hélène Navachine, du ton calme et désabusé de ceux qui ne peuvent plus s'étonner vraiment de rien depuis leur enfance. J'ai failli lui parler de la femme que j'avais vue avec Bouvière à Pigalle, mais j'imaginais mal celle-ci lui donner une telle raclée. Ni aucune femme d'ailleurs, non, ce devait être quelque chose de plus brutal et de plus trouble. Il y avait une part d'ombre dans la vie du docteur Bouvière, peut-être un secret qu'il jugeait honteux. J'ai haussé les épaules et j'ai dit à Hélène Navachine que cela faisait partie des mystères de Paris. Elle habitait dans les grands pâtés d'immeubles en face de la gare de Lyon. Je lui ai expliqué que j'étais en avance d'1 heure sur mon rendez-vous. Elle m'aurait bien accueilli chez elle pour m'éviter d'attendre dehors. Malheureusement, sa mère n'aurait pas supporté qu'elle amène quelqu'un à l'improviste dans leur petit appartement du 5 de la rue Émile Gilbert. J'ai revu Hélène Navachine à la réunion suivante. Les ecchymoses avaient presque disparu sur le visage du docteur Bouvière et il ne portait plus qu'un petit sparadrap à la joue gauche. On ignorerait toujours qui lui avait cassé la figure. Il ne cracherait pas le morceau. Même la jeune fille blonde, qui montait chaque fois avec lui dans sa voiture, n'en saurait rien, j'en étais sûre. Les hommes meurent avec leurs secrets. Ce soir-là, j'avais demandé à Hélène Navachine pourquoi elle s'intéressait tant à la musique hindoue. Elle écoutait souvent cette musique, me disait-elle, pour être délivrée d'un poids qui l'oppressait et atteindre enfin une région où l'on respire un air limpide et léger. Et puis, c'était une musique silencieuse. Elle avait besoin d'un air léger et de silence. J'étais d'accord avec elle. Je l'accompagnais à ses leçons de piano. Elle les donnait pour la plupart dans le 7e arrondissement. Je l'attendais en marchant ou bien, les après-midi de pluie ou de neige, je me réfugiais dans le café le plus proche de l'immeuble où elle était entrée. La leçon durait 1 heure. Il y en avait 3 ou 4 par jour. Alors, dans les intervalles, je me retrouvais seule, le long des bâtiments abandonnés de l'école militaire. Je craignais de perdre la mémoire et de m'égarer, sans oser demander mon chemin. Les passants étaient rares, et quel chemin pouvais-je bien leur demander? Un après-midi, au bout de l'avenue de Ségur, à la limite du 15e arrondissement, j'ai été saisie d'une panique. J'avais l'impression de me fondre dans ce brouillard qui annonçait la neige. J'aurais voulu que quelqu'un me prenne par le bras et me dise des paroles rassurantes.
Mais non, ce n'est rien, mon vieux. Vous devez manquer de sommeil. Allez boire un cognac, ça va passer. J'essayais de m'accrocher à de petits détails concrets. Elle m'avait dit que pour les leçons de piano, elle ne se compliquait pas la vie. Elle leur faisait apprendre le même morceau. Ça s'appelait le Boléro de Hummel. Elle me l'avait joué un soir sur un piano que nous avions découvert au sous-sol d'une brasserie. Tout à l'heure, je lui demanderai de me siffler le Boléro de Hummel. Un Allemand qui avait dû faire un voyage en Espagne. Il valait mieux que je l'attende devant l'immeuble où elle donnait sa leçon. Drôle de quartier. Un quartier métaphysique, aurait dit Bouvière, de sa voix si froide et si lisse. Quelle faiblesse de ma part de me laisser aller à des états d'âme. Il suffisait d'un peu de brouillard qui annonçait la neige au carrefour Ségur-Suffren pour me faire perdre le moral. Vraiment, j'étais une petite nature. Est-ce le souvenir de la neige qui tombait cet après-midi-là, quand Hélène Navachine est sortie de l'immeuble? Mais chaque fois que je pense à cette période de ma vie, je sens l'odeur de la neige, une fraîcheur plutôt, qui vous glace les poumons et finit par se confondre pour moi avec l'odeur de l'éther. Un après-midi, après sa leçon de piano, elle avait glissé sur une plaque de verglas et en tombant, elle s'était blessée à la main. Une coupure qui la faisait saigner. Nous avions trouvé une pharmacie un peu plus bas. J'avais demandé du coton et, au lieu d'alcool à 90 degrés, un flacon d'éther. Je ne crois pas que c'était une erreur délibérée de ma part. Nous nous étions assis sur un banc, elle avait débouché le flacon, et au moment où elle imbibait le coton pour l'appliquer sur sa coupure, j'avais senti l'odeur de l'éther si forte et qui m'était si familière depuis mon enfance. J'avais mis le flacon bleu dans ma poche, mais cette odeur flottait encore autour de nous. Elle imprégnait les chambres d'hôtel du quartier de la gare de Lyon où nous avions l'habitude d'échouer. C'était avant qu'elle ne rentre chez elle, ou alors quand elle venait m'y retrouver vers 9 heures du soir. On ne demandait pas les papiers des clients à la réception de ces hôtels. Il y avait trop de passages, à cause de la proximité de la gare, des clients qui ne resteraient pas longtemps dans les chambres et qu'un train allait bientôt emporter, des ombres. On nous tendait une fiche où nous devions écrire nos noms et nos adresses, mais ils ne vérifiaient jamais si ces noms et ces adresses correspondaient à ceux d'un passeport ou d'une carte d'identité. C'était moi qui remplissais les fiches pour nous deux. En ai-je écrit des noms et des adresses différents, et, au fur et à mesure, je les notais sur une page d'agenda pour changer les noms la prochaine fois. Je voulais brouiller les pistes et les dates de nos naissances, car l'un et l'autre, nous étions encore mineurs. J'ai retrouvé l'année dernière, dans un vieux portefeuille, la page où j'avais fait la liste de nos fausses identités. Georges Accade, 28 rue de la Rochefoucauld, Paris 9e. Yvette d'Intillac, 75 rue Laugier. André Gabisson, Karl Jorge Johann 17, Madrid. Jean-Maurice Jedlinski et Marie-Josée Vasse, Casa Montalvo, Biarritz. Jacques Piche, Berlin, Steglitz, Orleansstraße 2.
Patrick de Thérouanne, 21 rue Blériot, Nice. Suzy Cray, Witzelstraat, 98, Amsterdam. On m'a dit que chaque hôtel transmettait ses fiches à la brigade mondaine. Là-bas, ils les classaient par ordre alphabétique. Il paraît que depuis, ils les ont détruites, mais je n'y crois pas. Elles sont restées intactes dans leur casier. Un soir, par désœuvrement, un policier à la retraite a consulté toutes ces vieilles archives et il est tombé sur la fiche d'André Gabisson ou celle de Marie-Josée Vasse. Il s'est demandé pourquoi ces personnes, depuis plus de 30 ans, étaient demeurées absentes et inconnues à leurs adresses. Il ne saura jamais la vérité. Il y a longtemps, une fille donnait des leçons de piano. Dans les chambres d'hôtel du quartier de la gare de Lyon, où nous nous retrouvions, j'avais remarqué qu'on avait laissé les rideaux noirs de la défense passive, et pourtant c'était bien des années après la guerre. On entendait des allées et venues le long des couloirs, des portes qui claquaient, des sonneries de téléphone. Derrière les cloisons, des conversations se poursuivaient toute la nuit, et le timbre des voix était celui des voyageurs de commerce discutant interminablement de leurs affaires. Des pas lourds dans l'escalier de gens qui portaient des valises. Et, malgré le brouhaha, nous parvenions tous les deux à atteindre la zone de silence dont elle m'avait parlé, où l'air était léger à respirer. Au bout de quelque temps, j'avais la sensation que nous étions désormais les seuls habitants de l'hôtel, et qu'il s'était vidé de ses clients. Ils étaient tous partis prendre le train à la gare d'en face. Le silence était si profond que j'imaginais la petite gare d'une ville de province, près d'une frontière, perdue sous la neige. Je me souviens qu'à la clinique Mirabeau, après l'accident, je me réveillais en sursaut et je ne savais plus où j'étais. Je cherchais le bouton de la lampe de chevet. Alors, dans la lumière trop crue, je reconnaissais les murs blancs, la baie vitrée. J'essayais de me rendormir, mais mon sommeil était lourd et agité. Toute la nuit, des gens parlaient. Derrière la cloison, un nom revenait sans cesse, prononcé par des voix aux intonations différentes, Jacqueline Beausergent. Le matin, je me rendais compte que j'avais rêvé. Seul le nom, Jacqueline Beausergent, était réel, puisque je l'avais entendu de sa bouche à l'Hôtel-Dieu, quand le type en blouse blanche nous avait demandé qui nous étions. L'autre soir, à l'aéroport d'Orly-Sud, j'attendais des amis de retour du Maroc. L'avion avait du retard, il était plus de 10 heures. Le grand hall, qui donnait accès aux portes d'arrivée, était presque désert. J'éprouvais la sensation curieuse d'être parvenu à une sorte de no man's land dans l'espace et le temps. J'ai entendu tout à coup l'une de ces voix immatérielles des aéroports répéter à 3 reprises « On demande Jacqueline Beausergent à la porte d'embarquement 624. » Je courais le long du hall. Je ne savais pas ce qu'elle était devenue depuis 30 ans. Mais ces années ne comptaient plus. J'avais l'illusion qu'il pouvait encore y avoir pour moi une porte d'embarquement. Quelques rares passagers se présentaient à la porte 624. Devant celle-ci, un homme en uniforme sombre se tenait en faction. Il m'a demandé d'une voix sèche « Vous avez votre billet ? Je cherche quelqu'un. Il y a eu un appel tout à l'heure. Jacqueline Beausergent. » Les derniers passagers
avait disparu. Il a haussé les épaules. La personne a dû embarquer depuis longtemps, monsieur. J'ai dit encore une fois, vous êtes sûre, Jacqueline Beausergent? Il me barrait le passage. Vous voyez bien qu'il n'y a plus personne, monsieur.